que mon intervention porte sur les usages sociaux et politiques du droit en France en s'intéressant à des mobilisations autour de causes. Le terme existe bien en français, hein, mais effectivement, il y a des fois des changements, j'y reviendrai par rapport à des appellations en anglais de concepts que je vais utiliser. Donc la perspective que je vais explorer dans cet exposé consiste à s'intéresser au droit depuis la perspective de la sociologie, en s'intéressant à ses usages ou, pour utiliser un autre terme, à ses mobilisations. Plus particulièrement, je m'intéresse parmi les usages du droit à ceux que l'on peut qualifier de politiques. La dimension politique du droit est ici liée à la question de l'engagement, engagement d'une ou des parties du procès, engagement des professionnels du droit, les avocats ou les magistrats, et les effets de ces engagements sur la pratique du droit. Alors, pour développer cette perspective, j'utilise un cadre d'analyse, disons, franco-américain. Dans mes travaux sur les usages politiques du droit, que je mène depuis maintenant 15 ou 20 ans, il m'a semblé nécessaire de rappeler le fait que, à la fois du point de vue des sciences sociales et de celui des mouvements politiques et sociaux, le droit a souvent et durablement été considéré comme un agent du statu quo, voire même de la préservation des intérêts acquis. Le droit est bien sûr l'un des agents de la reproduction de la domination chez Marx, et de nombreux auteurs, par exemple Mark et Kalenter, ont montré que la justice contribuait à la reproduction des inégalités. Donc effectivement, le droit est un agent au service de la reproduction de la domination chez Marx, et celui-ci a pu être décrit comme reproduisant les injustices, les inégalités, les formes de domination. Donc le recours au droit pour contester le pouvoir ou au profit de groupes sociaux, minoritaires ou défavorisés n'a ainsi rien d'évident. D'accord ? Il est important donc d'expliquer pourquoi et comment le droit est devenu un registre d'action politique légitime dont la présence est effectivement aujourd'hui particulièrement manifeste, notamment en France ou aux États-Unis. Alors, les obstacles idéologiques au recours au droit ont par exemple durablement marqué le mouvement syndical en France, qui le dépréciait en comparaison avec des modes d'action plus conflictuels et au regard d'une institution judiciaire souvent perçue comme distante ou comme biaisée. Davantage donc un mode de contestation ou de revendication, particulièrement dans le droit français, donc, le droit a longtemps été perçu avant tout comme une contrainte, que ce soit pour la gauche ou pour le mouvement syndical, qui néanmoins devait s'y confronter. Par exemple, lorsqu'une poursuite devant un tribunal obligé à se défendre, ou quand le droit était considéré comme un moyen d'action, mais orchestré par le pouvoir exécutif. Et dans ce cas, l'objectif à atteindre était surtout la réforme législative, c'est-à-dire la transformation de la loi via le combat politique, davantage donc que le recours aux tribunaux. Donc il me semble que plusieurs inflexions permettent néanmoins de comprendre quels facteurs ont, en particulier, je pense, depuis plusieurs décennies, modifié en profondeur l'état des représentations ainsi que les modalités d'action envisagées par des acteurs très diversifiés sur le terrain du droit. Alors, pour comprendre ce que j'appelle donc les transformations des usages du droit en France, en particulier donc dans le cadre de mobilisation politique, plusieurs travaux d'origine nord-américaine m'ont été utiles, et en particulier deux courants d'analyse sur lesquels je vais maintenant passer quelques instants. Et évidemment, nous pouvons approfondir cette question dans la discussion, comme tous les autres points. Le premier courant
sur lequel j'attire votre attention et qui m'a beaucoup intéressée est le courant d'analyse dit du cause lawyering, hein, et qui s'intéresse donc au rôle des avocats engagés. Les auteurs principaux, ou en tout cas les fondateurs en quelque sorte de ce courant de recherche, sont américains. Il s'agit d'Austin Sarat et de Stuart Sheingold. Et leur approche a profondément transformé la compréhension du rôle des avocats en faveur de cause. Ce courant de recherche a insisté à la fois sur le profil spécifique des avocats engagés, à la fois du point de vue de leur carrière, des pratiques qui étaient les leurs, des conceptions du droit qu'ils défendaient, ou encore de leur rapport à leurs clients, d'accord, donc insistant sur le profil des avocats engagés, et sur la manière dont leur travail juridique affectait la trajectoire des causes, hein, affectait le contenu, en fait, des idées qu'ils défendaient ou des mouvements en faveur desquels ils travaillaient. En partant de la situation des États-Unis, puis en étendant rapidement l'analyse à des pays différents, Israël, Palestine, Grande-Bretagne, France, Inde, Cuba, les travaux sur le cause lawyering ont mis en évidence les tensions spécifiques inhérentes à la place des avocats dans les mobilisations, entre maîtrise de la technicité juridique et articulation avec les objectifs politiques du mouvement avec lequel ou pour lequel ils travaillent. Le deuxième courant de recherche que je voulais mentionner pour ces apports concerne l'analyse des mobilisations de droit, de la legal mobilization, dont un des auteurs importants est Michael McCann. Ces approches insistent sur la manière dont le droit peut s'articuler à des mobilisations en montrant de quelle manière le droit fonctionne comme une contrainte, mais également comme une ressource. Cet apport est précieux, me semble-t-il, pour s'intéresser à la dynamique que peuvent nourrir, entretenir et parfois décevoir là où les décisions judiciaires qui s'inscrivent dans l'évolution d'une mobilisation. McCann l'a montré dans plusieurs de ses travaux, en particulier dans son livre Rights at Work, consacré aux mobilisations des femmes pour l'égalité salariale aux États-Unis, ou de manière plus pessimiste dans le récent livre Union by Law, dans lequel il décrit la lutte des ouvriers philippins des courses-sauveries en Alaska pour la reconnaissance des discriminations qui les visent jusqu'à leur défaite finale devant la Cour suprême des États-Unis. Il me semble que ces travaux, malgré les différences de contexte social, politique, mais aussi juridique et judiciaire entre la France et les États-Unis, évidemment, sont néanmoins très riches pour analyser les mobilisations du droit au service de cause et donc peuvent être transposées, mais évidemment toujours de manière contrôlée, hein, en faisant attention aux différences entre les contextes. Donc, ils peuvent être utilisés pour étudier aussi l'exemple de mobilisation s'étant déroulé en France. Et pour le montrer, je vais me permettre de présenter des travaux que j'ai menés qui correspondent à deux périodes. D'une part, celle des années 70, hein, dont je traite dans le livre récent qu'a bien voulu évoquer Adrienne Sala, et d'un autre travail plus collectif sur la période contemporaine. Alors, tout d'abord, la question des usages du droit en France au service de cause. Voilà l'exemple des années 70, hein, le petit rectangle rouge, c'est donc la couverture de ce livre récent. Alors, dans ce livre, je défends l'hypothèse selon laquelle mai 68 constitue un tournant important pour comprendre l'évolution des usages politiques du droit en France. Si bien évidemment il préexistait une tradition de procès politique, hein, évidemment l'affaire Dreyfus est un exemple célèbre, si bien évidemment des exemples d'avocats engagés sont nombreux pour les personnes précédentes, dès la période de la Révolution française, tout au long du XIXe siècle avec le modèle de l'avocat politique,
ou dans l'entre-deux-guerres avec des avocats engagés, par exemple, aux côtés du Parti communiste. Il me semble toutefois que les choses ont vraiment changé en 68 et pour trois ensembles de raisons. Tout d'abord, les événements de 68 ont largement impliqué l'appareil judiciaire dans la répression opérée par l'État. Dès lors, de nombreux avocats se sont trouvés au même moment mobilisés dans la défense des étudiants et des militants qui étaient poursuivis, ce qui a entraîné des réflexions progressivement plus collectives sur le type de défense et sur ses implications politiques. Deuxième point, les étudiants en droit dans les facultés ont aussi été impliqués dans les mobilisations étudiantes de 1968. Même si leur mobilisation fut certainement moins radicale que dans d'autres départements, comme ceux de lettres ou ceux de sciences sociales, évidemment, elle constitua néanmoins une expérience d'engagement marquante pour certains d'entre eux, qui vont ensuite, en début de carrière, quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard parfois, notamment en tant que jeunes avocats, souhaiter développer de nouvelles pratiques, de nouvelles manières d'exercer le droit, davantage en phase avec leurs idées politiques. D'accord ? C'était plutôt des professions bourgeoises, hein, traditionnellement, celles qui étaient liées au droit. Et donc là, ils avaient une volonté de les changer en accord avec leurs idées. Et avec leurs idées, c'est évidemment pas tous les jeunes avocats, hein, c'est ceux, une minorité, mais néanmoins agissante, qui s'étaient engagés en 68. Troisième point, les années 60 sont caractérisées par une transformation de l'accès aux professions judiciaires qui ont été transformées de plusieurs manières et pour plusieurs raisons. Il y a eu tout d'abord une massification des études de droit, hein, donc beaucoup plus d'étudiants et d'origine sociale plus variées sont rentrés dans ces formations. Il y a eu en 1958 la création de l'École nationale de la magistrature, hein, qui va faire que les magistrats sont formés ensemble, hein, ce qui va créer un esprit de groupe tout à fait important. Et il y a eu une transformation de la profession d'avocat, notamment parce qu'elle s'est de plus en plus spécialisée et le développement des spécialités, de différenciation entre spécialités, entre avocats, va être associé à des formes de prestige et de rémunération associées qui vont être plus différentes, hein. Il va donc y avoir une espèce d'éclatement de la profession, comme l'ont montré certains travaux de Lucien Carpic dans les années 80. Donc, dans ce contexte, plusieurs formes d'innovation vont apparaître dans les années 68 et ont contribué, me semble-t-il, à forger de nouvelles relations entre droit et mobilisation. Alors, d'une part, il y a eu la création de nouvelles organisations sur une base judiciaire qui vont rassembler des professionnels du droit et de la justice autour de nouvelles idées progressistes. Donc, parmi ces organisations, j'en évoque trois. Le mouvement d'action judiciaire, le MAJ, qui est créé au départ par des avocats défendant, je l'ai dit, les militants et les activistes de 68, et qui vont se réunir sous l'appellation de travailleurs du droit pour réfléchir à la manière d'utiliser le droit au service des luttes. Ils vont notamment défendre une approche du droit comme outil. Hein, et vous voyez bien, travailleurs, outils, ce sont des formes de désacralisation de cette activité mise au service des luttes. Le droit est moins un moyen qu'une fin, en quelque sorte. Deuxièmement, le syndicat de la magistrature, qui existe encore aujourd'hui, a été créé en juin 1968, même si sa conception était antérieure, donc juste après les événements de mai. Son nom, syndicat, a constitué une rupture forte dans le monde du droit, où le mot syndicat apparaissait lié au monde du travail et à la classe ouvrière. Il a rassemblé des revendications corporatistes avec des mots d'ordre relatifs à la promotion d'un nouveau modèle de juge, plus transparent et démocratique.
Les magistrats du syndicat de la magistrature, en nombre croissant dans les années 70, ont ainsi contribué à transformer la représentation du juge et à resituer la question de la justice dans le débat politique. Et ça a continué notamment dans les années 80, comme l'a montré Violaine Roussel. Troisième organisation, le syndicat des avocats de France, créé en 1973 par des avocats de gauche, communistes, socialistes, radicaux, a porté des revendications touchant également à la fois à l'exercice professionnel et à des mobilisations du droit progressiste dans le domaine du droit du travail, le droit des étrangers, les droits de la défense, les droits de l'homme, etc. Deuxième innovation tout à fait marquante, l'invention de nouvelles formes de pratique du droit. La période a été marquée, après 68, donc, par des innovations avec en contraste avec les formes traditionnelles de la pratique du droit. Il y a eu la création de cabinets collectifs fonctionnant comme des coopératives et situés dans des quartiers populaires, le plus célèbre étant l'hôtel d'Ornano à Paris, un ancien hôtel particulier mais situé boulevard d'Ornano, dans un quartier très populaire. Il y a eu l'ouverture de boutiques de droit comme Place des Fêtes à Paris toujours, mais aussi dans de nombreuses villes de province. Les boutiques de droit offraient des consultations juridiques gratuites et cherchaient à développer les usages militants du droit au sein de la population, notamment en apprenant aux gens à se défendre eux-mêmes juridiquement et à s'organiser autour de causes, par exemple dans des mobilisations de locataires, contre des expulsions, etc. Ces nouvelles formes de pratique ont souvent été combattues par la profession d'avocat organisée et ses instances, au nom de la défense du monopole de la profession et la tarification des actes, c'est-à-dire la connaissance à l'avance du prix du travail de l'avocat, qui a été par exemple défendu à l'hôtel d'Ornano, était déclarée interdite par les instances qui voulaient défendre le principe de la profession libérale. Troisième innovation, des revues et des ouvrages ont été créés pour défendre ces nouvelles conceptions du droit, à la fois davantage ouvertes sur des luttes et plus réflexives sur la pratique des avocats, y compris grâce à l'usage des sciences sociales. La revue Actes, cahier d'action juridique, créée en décembre 1973 par des avocats liés au MAJ, j'ai mis ainsi la petite illustration du deuxième exemplaire de la revue, est particulièrement représentative de cette mouvance. Des livres ont également été publiés, soit chez des éditeurs militants comme Maspero, par exemple le Petit guide du travailleur immigré du Gisti, ou plus grand public, comme pour le livre d'Odile Davernas, Droits des femmes, pouvoir des hommes, qui, voilà, là il y a la couverture, qui est à la fois une critique féministe radicale du droit civil, et en particulier du droit de la famille, et une invitation à poursuivre, sans trop d'illusions, les luttes par le droit, notamment à l'époque en faveur de la légalisation de l'avortement. Donc la cause des femmes, je fais ici un petit focus, a été justement l'objet d'un investissement particulier et nouveau par le droit. Enfin, il y en avait déjà eu, par exemple, pour les suffragettes, mais selon de nouvelles modalités. Deux exemples célèbres sont le livre d'Odile Davernas, pardon, il y a une petite coquille, dont je viens de parler, voilà. Et d'autre part, le procès dit de Bobigny, du nom de la ville où il s'est tenu, à l'occasion dont j'analyse dans le livre la transcription, et procès qui a reposé sur la mise en accusation d'un système patriarcal et injuste de la part des avocats de la défense, et en particulier de Gisèle Halimi. Il s'agissait dans ce procès de promouvoir, pour les avocats de la défense bien sûr, la légalisation de l'avortement en refusant de plaider les circonstances atténuantes pour une mère qui avait aidé sa fille, victime de viol, à avorter. Cette défense sans concession était en cohérence avec les principes de la défense dite de rupture qu'avait notamment promu l'avocat Jacques Vergès pendant la guerre d'Algérie. Les années 70 ont ainsi constitué l'occasion d'innovations fortes mettant le droit au service de causes et de luttes qui vont se développer et se reconfigurer dans les années suivantes, en particulier au gré des alternances politiques entre droite et gauche au pouvoir. Notamment, un certain nombre de ces avocats ou juges engagés dans les années 70 vont rentrer dans les cabinets ministériels après 1980, après l'élection de François Mitterrand.
Ces reconfigurations sont, à mon avis, cruciales pour comprendre les phénomènes de judiciarisation du politique mis en évidence pour les périodes plus récentes. J'en viens plus rapidement à donc, une deuxième enquête qui porte sur une période plus récente. C'est une enquête collective que j'ai coordonnée et qui a porté sur ce que nous avons appelé les causes suprêmes, c'est-à-dire sur l'analyse de la manière dont des cas représentatifs de causes, associés à des causes, peuvent aboutir devant les plus hautes juridictions. En France, il y a, vous le savez sans doute, 3 équivalents de Cour suprême, le Conseil d'État pour le droit administratif, la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil constitutionnel pour ce qui relève du droit constitutionnel. Cette étude a été réalisée donc par 4 sociologues et une juriste, et nous avons analysé 12 affaires. Donc, nous avons identifié en fait 4 causes et identifié pour chaque cause un cas porté devant chacune des juridictions dont je viens de parler. Les 4 domaines que nous avons étudiés sont la lutte contre les discriminations, les droits des prisonniers, les libertés en ligne sur Internet et des affaires de santé. Pour chacune de ces affaires, nous avons cherché à suivre l'évolution de ce que le politiste américain Charles Epp a noté la structure de soutien, qui peut être composée de syndicats, d'associations, de proches qui accompagnent donc ces causes, qui s'articulent évidemment avec le travail des avocats aux différents niveaux auxquels se porte le contentieux, sachant qu'en France, au niveau du Conseil d'État et de la Cour de cassation, l'intervention d'un type spécialisé d'avocat, c'est une profession distincte en fait, qui s'appelle les avocats au conseil, est obligatoire. D'accord ? Donc il y a 2 types d'avocats qui interviennent. Et on s'est aussi intéressé à la manière dont le passage d'une cour à une autre, puisque avant d'arriver au niveau suprême, il y a le passage en première instance en général, en appel et puis en cassation, ou le passage devant une juridiction qui oriente vers le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. Donc, à chaque fois, il y a le passage par plusieurs instances qui induit des transformations dans la présentation du cas qui nous a semblé intéressant d'être mises en évidence. Donc, j'ai évidemment pas le temps d'entrer dans les détails, d'autant plus que ce sont toujours des affaires très longues et relativement complexes d'un point de vue juridique, mais je vais me permettre simplement de mentionner 3 grands résultats de ce travail. Tout d'abord, nous avons identifié le rôle essentiel de l'articulation entre les avocats des différents niveaux, puisque j'ai dit que, notamment pour le dernier niveau, il y a 2 manières obligatoires pour le Conseil d'État et la Cour de cassation, et souvent aussi, même si ce n'est pas obligatoire, pour le passage devant le Conseil constitutionnel, la transmission du dossier à ces autres avocats spécialisés qui sont les avocats au Conseil. Donc, il y a une articulation importante entre les deux, entre ceux qui ont commencé en fait, à travailler et ceux qui vont finir en quelque sorte le portage du contentieux avec un type de droit très différent. Dans ces cas-là, nous avons constaté que la dimension politique était davantage portée par l'avocat à la cour, qui intervient donc au premier niveau et en appel. L'avocat au conseil, s'attachant surtout aux détails techniques et restant en retrait, sauf 1 ou 2 exceptions dans cette profession, qui sont toujours les mêmes qui, eux, vont devant les médias, mais sinon, dans le rapport aux médias notamment, c'est presque toujours l'avocat du début de l'affaire, en quelque sorte, qui continue, et politisé, qui continue à l'incarner devant les médias. On pourra réfléchir aux raisons, si vous voulez, ensuite. Deuxième résultat, c'est l'importance, lorsqu'on s'intéresse à ces contentieux de haut niveau, en quelque sorte, c'est l'importance de la question de la temporalité qui apparaît comme un enjeu qui, en combinaison avec la technicisation du dossier, puisque la dimension technique du droit devient de plus en plus compliquée au fur et à mesure qu'on se rapproche de ces hautes sphères, et donc ces 2 dimensions contribuent à éloigner progressivement les personnes concernées de l'avancée du dossier. D'accord ? Dans certains cas, on a même vu que le contentieux initial n'est finalement plus qu'un prétexte, une occasion
d'envisager un retournement du droit pour les organisations intervenantes. Et donc, il peut y avoir une forme de disjonction, d'éloignement entre les personnes qui étaient concernées au départ et la manière dont le cas chemine juridiquement vers les hautes sphères. Troisième point, le recours au contentieux, notamment au niveau des plus hautes cours, implique aussi de plus en plus souvent, de manière croissante, le recours au niveau européen, une fois les voies de recours épuisées au niveau national. Et ce recours au contentieux de haut niveau semble être une stratégie d'importance croissante, encore une fois nationale et supranationale, pour de nombreuses organisations, c'est qu'on a retrouvé des modes d'action similaires en ce sens, qu'il s'agisse de la défense des migrants, de l'environnement, des droits des minorités sexuelles, des libertés numériques, mais aussi du refus de l'obligation vaccinale, par exemple. Il nous semble donc qu'il y a une diffusion d'un modèle de défense juridique des causes, dont l'exemple fondateur dans le droit français est souvent cité par les organisations, est celui du GISTI, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est une organisation créée dans les années 70 que j'ai étudiée dans le livre, et dont l'exemple, qui combine excellence juridique et militantisme, a diffusé plus largement jusqu'à aujourd'hui et est un exemple revendiqué pour des organisations comme GIS Alter Corpus, qui s'occupe du droit des personnes intersexes, comme l'OIP, l'Observatoire international des prisons, ou encore comme la Quadrature du Net, qui s'occupe des libertés numériques. Et dans tous ces cas, lorsque les modifications du droit ne semblent pouvoir être obtenues par la transformation de la loi, c'est-à-dire par le processus législatif standard, normal en démocratie, se tourner vers les juridictions de plus haut niveau est une stratégie qui semble peut-être de plus en plus sembler pouvoir porter ses fruits, même si elle est longue, parfois coûteuse et souvent aléatoire. On ne sait jamais très bien, des années plus tard, si finalement ça va pouvoir marcher ou pas. Donc c'est risqué et aléatoire. Donc en conclusion, je dirais que l'affaire du siècle, qui est un contentieux restant dont vous avez certainement parlé lors de la séance sur le contentieux climatique, désigne donc le nom d'une pétition signée par plus de 2 millions de citoyens français, assortie d'une campagne initiée par 4 associations de défense de l'environnement qui ont déposé plainte le 17 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Paris. Le 2 février 2021, celui-ci a reconnu la faute de l'État et lui a donné 2 mois pour répondre avant de prononcer une injonction à agir. Ce contentieux, qui trouvera certainement à s'étendre au Conseil d'État, est à la fois médiatique, citoyen et juridique. Il vise à contraindre l'État à remplir les objectifs qu'il prétend s'être fixés. Et, me semble-t-il, ce contentieux est illustratif de ces formes en plein essor d'articulation entre droit et mobilisation. Toutefois, ces modes d'action posent la question récurrente de leur légitimité démocratique, puisqu'ils tendent de fait à se substituer dans une certaine mesure au législateur lorsque celui-ci reste frileux dans certains domaines, qu'il s'agisse de la transcription de l'état civil des enfants nés par gestation pour autrui, par exemple, ou du domaine climatique dont j'ai parlé. Il s'agit dans ce cas-là de mobiliser contre l'État son propre droit pour tenter de protéger les intérêts de ses citoyens. Et il me semble que c'est là une figure politique tout à fait singulière et intéressante. D'abord, je voudrais aborder la difficulté de traduire cause lawyering en japonais. Comme professeur Ida a remarqué la raison qu'il n'y a pas de mot japonais correspondant bien à la cause est liée à l'absence du concept du droit au Japon. Mais à ce point, je voudrais mentionner qu'il y avait une autre possibilité, une autre histoire. Il y a 150 ans, lorsque le Japon a emporté le droit moderne occidental, le droit a été compris comme le droit naturel. On a essayé de traduire par pouvoir raison ou principe universel. Mais finalement, il a été traduit en pouvoir intérêt, kenri, dans le sens de revendication d'intérêt privé pour empêcher les peuples
d'adopter une vision horizontale de la relation entre le gouvernement et gouverné. Cependant, contrairement à cette intention du gouvernement, le peuple est allé observer des procès judiciaires pour apprendre le nouveau style de la démocratie au mouvement pour la liberté et les droits civiques au milieu du XIXe siècle. Et ils ont proposé les projets de la nouvelle constitution basés sur cette expérience. Pourtant, la conséquence de l'histoire ultérieure est, comme résumé par professeur Ida, est que les droits n'ont pas pris racine dans la conscience juridique du japonais. En revanche, en France, la Révolution française était même à commencer par affirmation du droit naturel par des avocats dans des litiges locaux entre paysans et seigneurs. Du point de vue d'un étranger, ce que je me rappelle de l'étude de la cause du droit, c'est tel processus historique à la veille de la Révolution française, décrit par Roger Chartier dans son livre Les origines culturelles de la Révolution française. Ensuite, je discuterai des avantages et des inconvénients du label de contentieux pour la formation de politiques publiques. Comme Ida a présenté, au Japon, le changement social par le contentieux a été étudié sous cette label. Le mot du politique a été bien évité ici. Il donne une bonne image du contentieux comme contribuant à l'évolution de la politique publique. Un des avantages de ce label est qu'il a permis aux chercheurs de droit positif de poursuivre leur recherche afin d'élargir l'intérêt d'agir au procès sans être accusé d'être politique. D'autre part, un des inconvénients de ce label est qu'il n'y a pas eu de recherche sur la comptabilité entre engagement politique d'un avocat et le modèle traditionnel de leur profession, comme cela est le cas en France. Je souhaite que les chercheurs japonais vont développer ce point par webinaires successifs. Ensuite, je vais passer au troisième point. Liora a bien décrit dans son livre Héritage positif de 1968 sur le droit. J'ai été particulièrement intéressé que beaucoup de jeunes de 68 ans sont devenus juges et ont essayé de réformer la justice de l'intérieur. Je voudrais examiner ici qu'est-ce que c'est Héritage de 1968 au Japon. Nous avons aussi le mouvement étudiant de 1968, mais les luttes de 1960 et 70 contre les révisions du traité de sécurité japonais-américaine sont plus importantes. La cause de ces luttes était que le traité et l'existence des postes haute défense japonais étaient inconstitutionnels sur la base de la Constitution après Deuxième Guerre mondiale. L'association des juristes jeunes s'appelait Seifo Kyo et créée en 1954 dans le but de concrétiser le pacifisme de la nouvelle Constitution. Elle était composée de juges, d'avocats, procureurs et de professeurs de droit. Elle a demandé l'interdiction de bombes atomiques et fait campagne contre la guerre de Vietnam et les révisions du traité de sécurité. Elle recrutait activement des étudiants d'école magistrats, c'est-à-dire futurs juges, et à son apogée, elle comptait 300 membres de juges, soit
environ 10% ensemble de juges. Correspondant à l'atmosphère politique de cette période, les tribunaux ont commencé à reconnaître largement le droit de se syndiquer et à rendre des décisions inconstitutionnelles sur les législations gouvernementales. Mais tel changement a entraîné une réaction de partis dominantes et les juges qui sont membres de cette association Seihokyo ont été critiqués comme juges rouges. En 1969, un juge de tribunal de première instance, Fukushima, qui était chargé d'examiner si la nouvelle construction de base de force autodéfense était inconstitutionnelle, a reçu une lettre de la part du président du tribunal de grande instance en lui demandant de rejeter la requête de ce procès. Il a tenu une conférence de presse et annoncé qu'il avait reçu telle lettre et c'est une pression qui menaçait l'indépendance des juges, garantie par la Constitution. Pourtant, cette action a conduit à une attaque croissante contre les juges rouges. La Cour suprême a demandé à chaque juge de se retirer de cette association. Les étudiants d'école de magistrats qui étaient membres de cette association n'ont plus été nommés comme juges. Et finalement, en 1971, un juge, Miyamoto, a refusé le renouvellement de son mandat en raison de son appartenance à cette association. Par la suite, le contrôle du secrétariat de la Cour suprême a été renforcé. Les juges qui rendaient des jugements défavorables au gouvernement ont été traités défavorablement en matière de promotion. Et les juges qui participent à des réunions politiques ont été sanctionnés par la mesure disciplinaire. En outre, pour les procès impliquant des questions politiques, des réunions informelles de juges ont été organisées par l'initiative du secrétariat de la Cour suprême, même au niveau du tribunal de première instance, et ce secrétariat a dicté la décision à l'Inde. La culture judiciaire ainsi formée à cette époque est connue sous le nom de bureaucratie judiciaire, dans lequel les juges n'ont pas de liberté individuelle. C'est notre héritage négatif de 1968. Bien sûr, comme Ida a souligné, la culture judiciaire actuelle est un peu changée depuis la réforme judiciaire de 2000. Et aussi, il est intéressant de constater que non seulement Japon et France, mais aussi dans beaucoup de pays, on attend du rôle plus actif au pouvoir judiciaire. Enfin, je voudrais examiner ce que nous devons savoir sur les juges à ère d'activisme judiciaire et à la fois à la ère de Big Data. La culture judiciaire japonaise peut être caractérisée par uniformité et homogénéité. Nakao, instructeur à école de magistrat, a déclaré ce serait une situation idéale si les interprétations juridiques des tribunaux inférieurs étaient unifiées, sans attendre les appels. Daniel Foote, dans son livre intitulé Des juges sans nom et sans visage, affirme qu'aux États-Unis, il est acceptable que la démarche d'un procès
la décision et le raisonnement du jugement diffèrent selon le juge. Mais contre, au Japon, le jugement doit être toujours même. Les juges bien connus n'existent pas au Japon et le public ne sait pas bien quelle activité il et elle exercent. Les juges mènent également une vie discrète et restent comme existant anonyme. Cela rendra difficile la création de nouveaux droits par le pouvoir judiciaire. Toutefois, la grande prévisibilité des décisions judiciaires permet également de résoudre les litiges spontanément en fonction de conclusions attendues. Selon Mark Ramzaya, cette stabilité juridique explique le faible nombre de contentieux au Japon. Ce qui est intéressant concernant l'anonymat des juges, c'est l'introduction de l'analyse du comportement des juges basée sur Big Data par la loi de 2019 en France. Cette loi stipule que les noms de juges seront rendus publics dans les jugements publiés, mais d'autre part, elle interdit la réutilisation des informations obtenues à partir des jugements d'une manière qui va les lier à des juges individuels dans le but d'évaluer et comparer le travail ou de prévoir les jugements. Elle a introduit la sanction pénale. Une des raisons de cette législation est que les grands cabinets d'avocats obtiennent des informations de la part d'entreprises de legal tech sur les tendances des décisions de chaque juge afin d'élaborer des stratégies judiciaires qui profiteraient à leurs clients. Bien sûr, si des gens qui peuvent payer plus peuvent prévoir la conséquence d'un procès avance, la justice de procès sera perdue. En effet, la vie privée des juges serait aussi menacée puisqu'ils analyseraient informations diverses au-delà des jugements publiés. Cette introduction est nécessaire pour que la justice soit responsable de l'intégration de la République. Cependant, d'un autre côté, des recherches empiriques basées sur des données des juges et des jugements pour vérifier s'il existe biais dans le contenu du jugement en fonction du genre ou de la race des juges, comme cela a été fait aux États-Unis. Telles recherches vont promouvoir des jugements plus raisonnables. Si nous attendons dans le rôle plus actif du pouvoir judiciaire, nous devons bien connaître nos juges et bien examiner si leurs décisions sont raisonnables ou pas. C'est la démocratie. Cependant, si nous commençons à comprendre les jugements en les réduisant aux attributs sociaux des juges, les jugements eux-mêmes seront compris non pas comme un jugement indépendant d'un juge, mais comme le résultat de son attribut social. Il sera très difficile d'en accepter comme légitime. Cependant, la sociologie elle-même étant une discipline qui tente d'expliquer le comportement des juges en fonction de leur groupe et de leurs relations sociales. Il est inévitable qu'on arrive à une telle conclusion lorsqu'on mène des recherches empiriques.
la République française a cherché à intégrer les peuples en leur demandant de se libérer de leurs attributs sociaux dans l'espace public. Avec l'impact de COVID-19, notre comportement devient bien visualisé par le big data et diverses analyses sont devenues possibles. Dans quelle mesure la sociologie de la République tente de réconcilier la sociologie avec la République? Dans quelle mesure et de quelle manière les chercheurs de sociologie juridique dans le monde doivent-ils ouvrir la boîte noire du droit? En posant ces questions, je voudrais terminer mon intervention. Merci de votre attention. Peut-être deux remarques qui me viennent de vos exposés. La première, c'est effectivement, il y a des différences culturelles et institutionnelles qui expliquent les recours différenciés au droit, la possibilité différenciée de recours au droit et leur articulation plus ou moins facile avec les mouvements sociaux. Dans le cas français, j'ai rappelé qu'effectivement, il y a une tradition vivace de mouvements sociaux, mais que le recours au droit n'a longtemps pas été du tout une évidence pour eux. Et j'ai essayé de comprendre comment ça avait pu évoluer. Ce qui me semble intéressant de souligner dans cette perspective par rapport au fait que dans la société japonaise, les mouvements sociaux, les organisations collectives sont peut-être moins légitimes ou moins ancrées, c'est que justement, l'usage du droit peut permettre et a pu permettre historiquement à des groupes finalement très peu nombreux d'avoir un impact puissant, notamment en obtenant des décisions des cours suprêmes. L'exemple du GISTI dont j'ai parlé tout à l'heure, au départ, c'est un groupe, et c'est toujours un groupe très petit en nombre d'adhérents. Après, leur très grande technicité juridique fait qu'ils sont capables de monter des contentieux qui ne reposent pas forcément sur un soutien populaire. Ce n'est pas forcément une cause très populaire, encore aujourd'hui, celle des travailleurs immigrés ou des immigrés, mais qui est néanmoins, en mobilisant de façon correcte et souvent astucieuse le droit, permet d'obtenir des décisions importantes sans forcément qu'il y ait un mouvement social derrière. Donc ça, c'était mon premier point et peut-être une manière justement de poser, non pas sous la forme de l'évidence, mais de l'articulation parfois complexe, ces relations avec, par contre, une fois que ces types de décisions ont pu être obtenus, des effets de légitimation de ce combat qui peuvent permettre de le populariser en s'appuyant sur le fait que l'obtention d'une décision d'une cour importante permet de dire, bah, vous voyez, ce n'est pas une cause minoritaire, c'est une cause qui a été reconnue au plus haut niveau. Et donc là, il y a des effets, c'est pour ça qu'effectivement, la prise en compte du temps est très souvent importante dans ces débats. Peut-être la deuxième remarque qui m'a semblé intéressante et peut-être en tension avec votre présentation, c'est cette question des juges rouges japonais qui me semble très importante. Pourquoi? D'abord pour deux raisons. D'abord parce qu'elle permet de comprendre que le fait que les tribunaux ne soient pas beaucoup mobilisés, c'est peut-être pas seulement parce que les Japonais n'ont pas cette habitude, mais peut-être aussi parce que ceux qui aimeraient le faire peuvent anticiper que les juges n'y répondront pas favorablement parce qu'il y a une forte dépendance, semble-t-il, des juges au pouvoir politique et que donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils contribuent justement à nourrir des formes d'opposition juridique au pouvoir politique. Et la deuxième remarque, c'est peut-être aussi, d'un point de vue plus transnational de comparaison, c'est intéressant ces juges rouges japonais parce qu'ils rappellent les juges rouges français, même si visiblement ça a été empêché de prospérer. Mais il y a eu des phénomènes comparables aussi en Allemagne, au Mexique, dans d'autres pays. Et ce qui m'intéresserait peut-être de faire, peut-être qu'on pourrait réfléchir avec d'autres collègues, c'est de faire une analyse comparée de ces mouvements de juristes dits rouges
dans les années d'après 68, parce qu'il semble bien que ça ne soit pas du tout, d'ailleurs c'est vrai pour d'autres phénomènes liés à 68, ce n'est pas seulement des phénomènes nationaux, c'est des phénomènes qu'on a pu retrouver dans différents pays et qui permettent justement d'interroger de manière comparée, me semble-t-il, les rapports entre droit et politique de manière transnationale. Voilà, merci beaucoup de ces éléments de discussion.